Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. C'est la suite de la vidéo postée la semaine dernière à propos des intentions de la rentrée. Toutes les habitudes que j'allais mettre en place pour une année plus sereine. On a abordé la question du rituel matinal, du bien-être, de la santé, de l'organisation, la gestion du temps, le travail, tout ça, tout ça. Maintenant, je vous propose que l'on passe aux deux dernières catégories. La gestion du quotidien, le développement personnel. Et cette partie qui me tient vraiment à cœur, que j'ai appelée « Me faire plaisir, me faire du bien ». Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, c'est pas grave, vous pouvez complètement la voir dans le désordre. Je vous laisse continuer celle-ci et je vous remettrai le lien de la première partie si vous l'avez pas déjà vue. Allez, on enchaîne. Vous allez voir, cette fois j'ai laissé mon café de côté. Les personnes qui ont vu la première vidéo comprendront. Alors la première chose dont j'ai envie de vous parler, petite pause. Une chose que j'aimerais mettre en place, en tout cas sur laquelle je sais qu'il faut que je m'améliore, c'est sur le fait de déléguer. Ça, je vous en parle et pour mon pro et pour mon perso. Je sais pas si vous avez aussi ce problème de déléguer, mais quand on a eu l'habitude de beaucoup gérer par soi-même, on a beaucoup de mal ensuite à confier ces tâches-là aux autres parce que soit on le fait mieux, ça nous prend moins de temps, moins d'énergie de le faire soi-même que de l'expliquer. En tout cas sur le court terme, c'est l'impression qu'on a, c'est différent sur le long terme. Et il y a un peu cette notion de perte de contrôle en fait finalement derrière. Dans le travail, c'est quelque chose qui est en train de changer de mon côté. Déjà, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais je bosse avec une agent. Il y a donc Lisa qui s'occupe de gérer tous les partenariats. Donc c'est elle qui gère toute ma boîte mail, qui fait les échanges avec les marques, qui rédige les contrats, qui s'occupe de tout ça. Et moi, ça me permet de me libérer un temps qui est énorme et une charge mentale qui me permet de vraiment aussi me concentrer plus sur la création, sur la créativité, sur ce qui me fait plaisir plutôt que de gérer les négos, les échanges de mails. Donc ça déjà j'avais commencé à processer là-dessus et ça m'avait fait beaucoup de bien, même si c'est pas facile de perdre le contrôle aussi là-dessus. Et aussi là je suis en plein process d'embauche entre guillemets pour travailler avec une CM, donc c'est une community manager qui gérera le compte Instagram de ma marque. Mon compte Instagram perso, je le garde, je m'en occupe. Par contre, celui de ma marque de soins, de cosmétiques, c'est énorme à gérer en plus. C'est même pas tant les MP qui sont énormes, parce que moi j'adore échanger avec vous et répondre à vos questions sur les produits et je pense que je garderai quand même cette partie-là. Mais c'est plutôt le côté réfléchir à ce que je vais créer comme contenu pour cette marque. Moi, je les connais, mes produits, ça fait quelques années que j'ai ma marque et j'ai un peu ce truc de qu'est-ce que je peux bien raconter de nouveau. Et en fait, une community manager, c'est son métier de faire ça. C'est son métier de penser à ça. C'est son métier de penser à la stratégie de contenu. Qu'est-ce qui peut plaire? Comment faire connaître la marque sur les réseaux sociaux sans forcément qu'on me connaisse moi, etc. Et donc voilà, là, j'ai enfin pris la décision de déléguer ça. Je m'étais aussi posé la question du montage parce que c'est une tâche qui me prend énormément de temps parce que je fais des longues vidéos en plus, donc parfois je peux passer 2 grosses journées, donc on va dire 20 heures sur un montage, alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire en réalité et que c'est pas ma spécialité, donc je suis sûre que des gens pourraient mieux le faire. Donc voilà, il y a le côté pro où je suis en train de m'améliorer, mais je sens aussi que mine de rien sur le perso, il va falloir que j'apprenne à déléguer et que je puisse aussi me mettre en tête qu'on peut m'aider, et encore plus quand on est jeune maman en fait. Par exemple, c'est tout bête. Nous, on avait pour habitude d'aller faire les courses une fois par semaine. Et ça prend du temps, en fait, parce que nous, on essaie de pas le faire quand on a notre fille en plein week-end, quand il y a du monde de partout. Donc, ça me prenait du temps sur mes journées de travail pour aller le faire. Et en fait, au bout d'un moment, c'est chiant. Autant, j'aimais bien faire les courses quand c'était pour moi, mais alors là, gérer les courses d'une famille entière, ça ne m'amuse plus du tout. Et en fait, c'est tout bête, mais de commander en drive ou bien de nous faire livrer. Alors, je sais, on n'est pas dans des questions les plus écologiques. Et en même temps, est-ce que c'est forcément plus écolo d'aller prendre la voiture pour aller loin pour faire des courses? Bref. Je suis pas là-dessus, mais en tout cas, là pour la première fois, j'ai passé commande sur internet et je me suis fait livrer, mais c'est vrai que ça change tout en fait. Je me suis fait livrer pendant que ma fille dormait, ça m'a pas fait perdre du temps dans une journée, ça m'a pas fait perdre du temps soit dans mon travail, soit dans du temps pour moi. On fait quand même des courses pour aller chez le primeur bio à côté de chez nous et tout, mais c'est vrai pour les trucs qui pèsent lourd, qui sont pas très marrants à acheter, se faire aider par ce type de biais peut être hyper intéressant et dans des périodes de vie en fait. Je sais pas si je ferai encore ça dans quelques années, mais là en tant que jeune maman qui a beaucoup d'autres choses à gérer, j'ai le droit de souffler un peu là-dessus. Pareil pour mon mec, et c'est un truc tout bête aussi. Pour le coup, je pense pas qu'on le fera dans notre appartement actuel, mais il est peut-être question qu'on change d'appartement cette année. C'est des projets qui sont en cours. Rien n'est fait pour l'instant, mais en tout cas, à mon avis, on changera d'appartement cette année. Mais je pense qu'on se fera aider pour le ménage parce que on le fait pas bien, parce que ça nous prend du temps, de l'énergie. Et en fait, c'est même pas qu'on peut pas le faire, mais déjà on le fait pas bien. Et le fait de vivre dans un appartement qui est en désordre, qui est sale, qui est mal rangé, en plus avec un enfant, enfin il y a un peu ce truc qui impacte énormément en fait mon moral. Moi, ça a un impact de dingue, je sais pas pour vous. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal déjà à faire rentrer quelqu'un que je connais pas chez moi. Et c'est quelque chose qui est dur pour moi et pour mon mec pareil. En fait, comme c'est quelque chose que l'on peut faire nous-mêmes, c'est vrai que de dépenser de l'argent et de demander à quelqu'un d'autre de le faire, c'est assez dur.
Je pense que ça change tout quand même dans une semaine d'avoir au moins 2 heures de ménage, que le gros soit fait quoi. Et évidemment au quotidien, plus aussi ce truc de ranger au fur et à mesure. Et il y a deux petites règles que j'aime bien. Je vous ai fait toute une vidéo Instagram sur le sujet, c'est la règle de la boîte d'entrée. D'ailleurs que vous pouvez... Non, vous la voyez pas, elle est sur le côté. Mais en gros, c'est d'avoir une boîte qui vous permet de mettre les affaires ou les choses qui sont en transit avant d'être classées. Par exemple, vous recevez une lettre que vous savez que vous devez gérer, c'est pas quelque chose que vous jetez à la poubelle, et plutôt que de la laisser sortie pour l'avoir dans, vous savez, dans la ligne de mire, moi c'était ma spécialité, je le laisse sortie, donc ça encombre un peu l'espace, mais je me dis oui mais comme ça j'y pense, et en fait finalement ça finit 3 semaines après dans un tiroir où là je l'oublie complètement. Cette boîte d'entrée elle permet de mettre ce type de choses qui sont en transit avant d'être classées, avant d'être traitées. Et le but, c'est une fois par semaine de se prendre un temps pour classer ça, pour programmer ça. Et par exemple, je ne sais pas si c'est la lettre des impôts qui me dit qu'il faut que je fasse ma déclaration, chose qui ne se passe plus parce que maintenant ce sont des mails, mais bon c'est un peu pareil, c'est le même principe. Je programme dans mon agenda un moment où je vais m'occuper de cette lettre et ensuite je peux classer ce papier-là. Pareil, vous savez, les ordonnances quand on sort de chez le médecin ou les ordonnances qu'on sait qu'on va devoir réutiliser, pareil, c'est des trucs que je laisse un peu partout, je les retrouve jamais. Dans cette boîte à entrée, ça me permet de mettre les choses à un seul et même endroit. Et ensuite, quand j'ai l'espace mental et le temps nécessaire, je peux les classer au bon endroit. Parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on reçoit le truc. Il y a peut-être d'autres choses à faire qui sont plus importantes à ce moment-là. Donc ça, c'est la règle de la boîte à entrée et c'est une des règles. Je vous montre tout de suite parce que je suis à côté du livre. Il est à côté de ce livre-là, dont je vous avais un peu parlé. C'est une des règles, hein, parce que c'est la première étape de tout ça, mais je trouve ça déjà vachement bien. Il y a ça et la règle des 2 minutes en fait qui consiste à s'il y a une tâche qui te prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Tout bête, plutôt que de laisser un mug ou une tasse dans l'évier, c'est de la rincer et de la sécher tout de suite après. Si c'est vider le lave-vaisselle, ça va me prendre moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Ça permet de faire les choses au fur et à mesure plutôt que de se dire ouais ça sera pour plus tard. Et parce que le plus tard il est de pire en pire et la charge mentale du plus tard nous fait repousser ça. Et donc ça je pense que cette toute petite organisation aussi, et en rangement c'est un truc tout bête, mais que chaque objet ait sa place. Ça paraît simple, hein, mais je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous on a des objets chez nous qui sont... Ils n'ont pas de place, ils sont toujours en transit quelque part, soit sur la table basse, sur une commode, sur une étagère, mais ils n'ont pas un endroit de rangement. Et si un objet n'a pas son rangement propre, il ne peut pas être bien rangé, vous voyez? Donc je pense que ces 3 petites règles, que chaque chose doit avoir sa place, la règle des 2 minutes et la boîte d'entrée en attendant le traitement, c'est quelque chose qui permet de garder un tant soit peu de clarté visuelle chez nous, et ne pas hésiter à se faire aider pour le ménage. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je vous dis ça, c'est pas encore le cas. Hein. C'est des intentions, comme je vous le disais. Petite pause dans la vidéo parce qu'on est en train de parler d'organisation, de tri et de ménage. Je vous présente le partenaire de cette vidéo, Everdrop. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de produits ménagers, des produits ménagers rechargeables, clean évidemment. En fait, tout le concept de cette marque, c'est de proposer des produits à constituer soi-même à la maison, soit avec des contenants que l'on a déjà, comme ça on les réutilise et on achète juste la poudre qu'il faut mélanger à de l'eau, ou bien vous optez pour les contenants de la marque qui sont très jolis et très pratiques. Pour le coup, sur le site, il y a vraiment toute la gamme des produits ménagers que l'on utilise habituellement chez soi. Ça va du liquide vaisselle au tablette de lave-vaisselle, à la lessive, spray nettoyant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a un peu tout ce dont on a besoin pour faire le ménage. De notre côté, on est assez minimaliste à la maison concernant les produits ménagers. J'aime bien utiliser des produits multi-usages et c'est pour ça que j'adore le spray multi-usage, le spray universel pour la cuisine, pour nettoyer la table, pour nettoyer les meubles, la salle de bain. Il y a aussi un spray spécial pour la salle de bain, un spray spécial pour la cuisine. Ils sont super aussi. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'universel, mais avec du recul, je trouve ça quand même très pratique d'avoir un spray dans chaque pièce. Parce que si à un moment j'ai envie de nettoyer la salle de bain parce que je la trouve pas propre, et ben je trouve ça génial d'avoir le spray à côté de soi et de ne pas avoir à sortir de la salle de bain, aller chercher dans la cuisine pour revenir dans la salle de bain. C'est un truc que je ferais moins souvent, alors que si il y a un spray par pièce, je pense que ça facilite grandement les choses. Moi j'aime bien les produits WC aussi, le gel WC, les petites pastilles pour les WC. J'ai essayé la lessive qui est très bien, les tablettes de lave-vaisselle, vraiment top. Ce qui est très très cool aussi, au-delà de l'aspect pas de déchets, je jette pas de bouteilles en plastique à chaque fois que j'ai terminé. Je trouve que c'est un gain de place énorme parce que les sachets sont tout petits et se rangent très facilement. Moi j'ai une boîte à chaussures dans laquelle il y a tous les petits sachets et donc dès qu'un des sprays par exemple est terminé ou bien le gel WC est terminé, je vais chercher le petit sachet qui correspond, je le remets dans la bouteille, de l'eau chaude et c'est reparti pour un tour. En ce moment il y a une grosse offre sur le site, il y a moins 30% sur les kits et les kits de démarrage et en plus de ça si vous ajoutez le code EasyBlushOR, vous avez un cadeau, un accessoire qui est offert. Je vous donne tous les détails en barre d'infos. Allez on repasse à la vidéo maintenant. Et aussi de mieux gérer mon argent. Alors, j'ai la chance, entre guillemets,
je suis pas de nature dépensière dans le sens où je suis pas dans le rouge. Je dépense jamais ce que je n'ai pas. Donc je me retrouve pas à découvert, mais j'ai un peu cette... En fait, je dépense au fur et à mesure de mes envies et de mes besoins. J'ai pas de visée, j'ai pas d'objectif, j'ai envie d'un truc, ça me fait plaisir à ce moment-là, je vais le faire. Ce qui est un luxe de dingue. Mais finalement, au moment où des choses me font vraiment très plaisir, eh ben, parfois je n'ai plus l'argent parce que je n'avais pas prévu ça. Exemple tout bête, et on a le même problème avec mon mec, hein. On va dépenser mois par mois ce qu'on a, et arrivé au moment de l'été, on n'a plus d'argent parce qu'on n'a pas géré, on n'a pas prévu de mettre de l'argent de côté pour les vacances. Donc en fait, oui, on a dépensé, on a eu l'impression de vivre une belle vie, entre guillemets, parce qu'on s'est pas restreint, mais les projets qui nous font un peu plus plaisir, qui coûtent un peu plus cher, qui comptent un peu plus pour nous que les trucs un peu de l'instantané, finalement, on ne prend pas ce plaisir vu qu'on a mal géré ça. Et donc j'ai vraiment très envie cette année de mieux gérer mon argent à ce niveau-là. De prévoir, d'avoir des projets type les vacances, type un séjour tous les deux. Je trouve que déjà ça redonne cette notion de sacré, de se faire plaisir si on économise un petit peu chaque mois pour. Et ça permet surtout de mettre en place les choses. Alors je sais pas exactement encore comment je vais faire ça, je sais de nom qu'il y a une méthode qui s'appelle la méthode des enveloppes, évidemment. Et sinon, on m'avait parlé aussi d'une application qui s'appelle YNAB, je vais vous la noter, qui apparemment est vachement bien pour gérer ça et pour... en fait, c'est pour s'octroyer des budgets. Et ça se fait au sein d'une même application. Et donc se dire, bah voilà, par mois, t'as tant de budget de resto. Et parce que moi, j'ai un peu ce truc de, bah moi, je dépense au resto au fur et à mesure des propositions qu'on me fait ou de mes envies. Mais du coup, à la fin du mois, je me retrouve en me disant, ah bah là, dis donc, j'ai plus beaucoup d'argent pour autre chose. Parce que j'ai trop fait en fonction de l'instantané sans avoir une vision claire du futur, vous voyez. Et donc, je veux devenir un peu plus proactive dans mes choix de comment j'utilise mon argent. Donc l'application YNAB, j'ai pas encore pris le temps de me pencher sur le sujet, mais j'ai très envie. Vous me direz si vous la connaissez. Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, qui est très importante aussi, me faire plaisir, me faire du bien. Première chose toute simple, dont je vous ai pourtant énormément parlé il y a des années, c'est le carnet de gratitude, qui consiste à tenir chaque jour, ou en tout cas assez régulièrement, un carnet, ou bien des notes, sur lesquelles on liste tout ce qui nous a fait plaisir, tout ce pourquoi on est reconnaissant aujourd'hui ou cette semaine. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, dont j'ai beaucoup parlé à une époque, et en fait il y a un moment où moi j'ai fait un tel rejet de tout ce qui était dev perso, spiritualité, good vibes, tout ça, enfin bref, j'ai tout mis un peu dans le même sac, et je me suis un peu éloignée de ça parce que j'en ressentais plus vraiment le besoin finalement. Et là je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de remettre en place parce que j'ai une tendance naturelle, et je sais que ça ne se voit pas du tout quand on me voit comme ça, mais j'ai une tendance naturelle à vraiment rester focalisée sur ce qui ne va pas, ce qui est à améliorer et ce qui pourrait être mieux. Comme mon cerveau est vraiment, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, hein, mais il y a des propensions quand même à ça. Moi j'ai une propension quand même à la négativité, bizarrement, et c'est peut-être pour ça que je suis aussi autant attirée par les sujets bien-être. C'est parce que c'est ce vers quoi je tends. Je sens que je dois faire un effort pour ça et que c'est trop important parce que dans mon quotidien, il y a des choses qui vont super bien. Dans ma vie, il y a des choses qui vont super bien, sauf que je suis sans cesse focalisée sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait aller mieux, ce qui pourrait être mieux fait, ce que je pourrais vivre de mieux encore. Et je reste sans cesse concentrée sur ou bien sur mes petites problématiques qui sont des mini problématiques sans me concentrer sur finalement dans la globalité ça va très bien. Et donc le carnet de gratitude peut aider pour ça, donc soit à faire tous les jours, soit peut-être le faire une fois par semaine. Il me semble, vous savez, j'avais lu le livre 3 kiffs par jour, l'autrice expliquait qu'il y avait plus d'impact si on le faisait une fois par semaine. Mais en tout cas de reprendre ce rendez-vous avec moi-même pour lister tout ce qui va bien et pour permettre à mon cerveau de plus faire le focus sur ce qui va pas, mais plutôt de faire le focus sur aussi ce qui va bien. Et en fait, à force de faire cet exercice, le cerveau s'entraîne à aussi se concentrer plus sur ce qui va bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout simple à faire, mais qui est tellement important. Et je vous dis ça parce que je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je trouve qu'on prend pas, bon, je vais parler pour moi, je prends pas assez le temps de savourer quand tout va bien. Il y a une sorte de normalité quand tout va bien où on ne le voit même pas en fait. On remarque seulement ce qui va pas. Et alors que parfois, il y a des journées ou des moments, des heures, des moments à plusieurs qui sont parfaits comme ça. Et on ne les remarque pas. Et parfois, de prendre un pas de recul en disant « Waouh, savoure ce qui est en train de se passer, savoure ta sérénité, savoure ce que tu ressens là à ce moment-là parce que finalement tout va bien », et ben ça manque un peu trop à ma vie. C'est quelque chose vraiment sur lequel je veux focus plus parce que c'est vrai, c'est là. Je suis pas dans une positivité à outrance pour me faire croire que les choses vont bien alors que je les ressens pas comme ça. Je vais pas me mentir. Par contre, je vais mettre en avant aussi ce qui va bien. Et ça, je pense que ça va faire un énorme changement
et dans le moral et dans le bien-être. Autre chose, pareil, principe, pardon, je continue avec ma mèche, hein. Désolée. Autre principe qu'on entend beaucoup dans les rituels un peu dev perso, tout ça. La bucket list, qui consiste en fait à lister toutes les choses que l'on souhaite faire, que l'on souhaite découvrir, que l'on souhaite voir ou vivre dans une vie. De lister un peu tous ses souhaits. Et c'est quelque chose, j'allais dire que j'ai pas fait, mais si, que j'ai déjà fait il y a des années. Je n'ai absolument plus du tout en mémoire ce que j'avais noté à l'époque. Et je pense que ça peut être bien de le faire pour qu'est-ce que je veux faire avant de mourir, évidemment, mais qu'est-ce que je veux vivre cette année? Qu'est-ce que je veux mettre en place cette année? Et après, de le découper en saison. Qu'est-ce que je veux faire cet automne? Qu'est-ce que je veux faire ce mois-ci? De le découper par période et de prendre le temps de programmer ces choses-là dans l'agenda, de se donner ces rendez-vous-là, et pas seulement, parce que j'ai exactement le même problème avec le temps et avec ce type de moment qu'avec l'argent. C'est-à-dire que je vais, et on s'aide pas parce qu'on est exactement pareil avec mon mec là-dessus, donc il faut vraiment qu'on fasse un effort tous les deux, mais si je programme pas ces moments, si on se dit pas, bah là j'ai envie de découvrir ça, ou j'ai envie d'aller à tel endroit à 2 heures en voiture, etc. En fait, si on ne le programme pas, la vie et le quotidien fait que il reste plus le temps pour un moment le faire. Et il n'y a pas de raison que ces choses qui nous font plaisir, qui nous épanouissent, qui sont des rêves, des choses que l'on veut vivre, passent après les petites contraintes du quotidien ou les aléas du quotidien. Et donc je trouve ça hyper important déjà de prendre ce moment peut-être pour dire voilà, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie, qu'est-ce que je veux vivre cet automne, quel endroit j'ai envie de découvrir, quel endroit j'ai envie de voir, quelle recette j'ai envie de tester, quel film j'ai envie de voir, qu'importe, il ne s'agit pas forcément de voyager, d'aller dans le monde entier pour vivre quelque chose. C'est qu'est-ce que j'ai envie qui j'ai envie de voir dans ce mois-ci, quel film, quelle série, quel livre j'ai envie de relire, et de le noter, se le programmer, et de ne pas laisser, comme je vous le disais, le quotidien reprendre le pas sur ces choses-là qui sont quand même hyper importantes. Et moi, je fais vraiment une corrélation, c'est la même chose que mon rapport à l'argent. Mon rapport à l'argent, il est IA, donc j'utilise, mais finalement, mes rêves, mes vacances, mes trucs plus cool, bah, quand j'arrive à la fin du mois, il n'y a plus assez d'argent parce que je n'ai pas programmé ça. Et c'est exactement pareil pour les kiffs en fait. Je sais pas si vous avez le même rapport ou si vous avez quand même un rapport qui est plus sain au fait de vous faire plaisir. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, j'ai conscientisé. Le rapport qu'on a avec son plaisir, il n'est pas simple pour tout le monde. Et moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je fais par obligation ou par devoir, ou même si j'ai l'impression que ça me fait plaisir, mais est-ce que dans le fond ça me fait vraiment plaisir ou parce que je pense qu'il faut que je le fasse pour que ça me fasse plaisir? Vous voyez un peu de ce truc. Et donc le rapport au plaisir, je pense qu'il est vraiment à se réapproprier en tant que femme. On n'est pas vraiment conditionné à ça. On est plus sur le plaisir des autres que sur le nôtre. Et je trouve ça trop important. C'est une bonne piste en tout cas pour cette année. Et enfin, dernière chose aussi pour cette année, j'ai envie de continuer mon travail avec ma psy. Les séances de psy, alors j'en ai fait, je suis assez, comment dire, je suis assez au fait de tout ça parce que j'en ai souvent vu dans ma vie. Alors ça pouvait être au moment du divorce de mes parents, quand j'avais 5 ans, ça a pu être aussi au moment du décès de mon père, quand j'avais 15 ans, ça a été après, enfin bref. Quand ça allait pas, j'ai toujours eu ce réflexe, ma mère m'a toujours donné ce réflexe de ne pas hésiter à se faire aider. Ça pour le coup de déléguer, sur ce bien-être-là, j'ai réussi. Parce que c'est une question d'aide, c'est pas une question de faire à ma place. C'est pas exactement la même chose en fait. Cette psy-là, je l'ai vue au moment où je retrouvais mon amoureux, parce que vous savez, on s'est séparés pendant 7 ans, on s'est retrouvés et 3 mois après, j'étais enceinte. Donc chamboulement de dingue, parce que moi je suis passée de célibataire, libre de toute contrainte ou de tout impératif, à en couple avec l'homme avec qui j'étais il y a des années, et enceinte. Donc, enfin, chamboulement de dingue. Heureusement, j'avais commencé un travail avec cette psy et ça m'avait fait beaucoup de bien. À un moment, je ne ressentais plus le besoin. Et là, il y a de nouveau eu des moments où je sentais qu'il y avait un truc répétitif, pas dans les événements, mais dans mes sensations, dans mes émotions. Il y avait de la colère, de la frustration qui remontait souvent, très cycliquement. Et ça se transformait en colère. Et moi, j'ai tendance à ne pas tourner la colère vers moi, mais vers l'autre, vers la personne qui partage ma vie, parce qu'il y a un truc qui est c'est de la faute de l'autre si je ressens ça. Ou c'est pas que je ressens ça, mais c'est de la faute de l'autre si on vit ça. Comme si moi j'avais aucune responsabilité dans le truc. Bref, du coup, je me suis dit je vais retourner voir cette psy. Et ça m'a fait effectivement beaucoup de bien. Et j'ai oublié de vous en parler, mais vraiment je voulais leur dire. C'est pas le truc le plus à la mode sur les réseaux, les psys. On parle plutôt des coachs, on parle du dev perso, on parle des programmes, je ne sais pas quoi, ou même de la spiritualité, de l'ésotérisme pour se faire du bien. Mais un bon vieux psy, ça fait beaucoup de bien aussi. C'est des gens qui ont étudié, en fait, qui connaissent très bien tout ça. Et si vous tombez sur la bonne personne, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne connexion aussi,
et ben ça fait tellement de bien. Et moi je me rends compte que ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait ma psy, entre-temps, s'est formée à l'EMDR. Alors c'est quelque chose, une technique dont j'avais déjà entendu parler. Je savais que c'était un truc avec les mouvements oculaires. C'est une gestion des émotions souvent due à un trauma. Donc c'est pour gérer toutes ces périodes post-traumatiques. Je n'estime pas avoir vécu des traumas je ne pensais pas avoir vécu des traumas qui nécessitaient ce type de thérapie ou ce type de technique. Et en fait, ma psy, elle l'utilise pour gérer toutes ces émotions qui sortent un peu de nulle part. Ou en tout cas, on a l'impression qu'elles sortent de nulle part parce qu'elles n'ont pas un rapport direct avec la réalité, mais c'est plutôt des réminiscences de trucs qu'on a engrangés dans le cerveau. Et elle m'explique en fait que le cerveau, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que le cerveau n'est pas mature avant 21 ou 23 ans, je sais plus. Et donc tout ce qu'on vit avant, comme émotion forte, le cerveau n'est pas mature pour gérer ça. Et alors quand on est enfant, bébé, encore moins. Et donc en fait on va le percevoir d'une certaine façon, alors que si on vivait la situation maintenant avec un cerveau d'adulte, on ne vivrait pas exactement la même chose, on aurait d'autres lunettes. Et donc le but de l'EMDR, et c'est grâce à une technique où il y a un balancier avec les doigts, j'ai aussi un son dans les oreilles et des galets qui propulsent une petite vibration dans chaque main en même temps que le mouvement. Elle me refait vivre des situations pour voir ce qui ressort. Et en fait, ça permet de traiter l'émotion et de la remettre à sa juste place. Et peut-être un peu pour reprogrammer notre cerveau avec la réalité et pas avec ce qu'on croit percevoir de la réalité à cause d'un passif. Je sais pas si je dis des bêtises, si c'est très clair, mais je crois que c'est à peu près ça. Et donc voilà, elle l'utilise, dans mon cas, c'est pas dû à des traumas forcément, mais c'est dû à des émotions qui ont été dures. Et en fait, c'est assez bluffant. Je sens que ça fait du bien. Je sens que je commence à ne plus réagir comme je réagissais avant. Je sens qu'il y avait des trucs qui me faisaient, qui me déclenchaient tout de suite un truc et qui là, me le font plus. C'est un travail sur des mois, hein, voire des années même. Donc c'est pas des trucs où d'une séance à l'autre on se sent plus rien. Mais je sens qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Et c'est hyper intéressant parce que justement, je lui avais demandé ce qui lui avait poussé à se mettre à l'EMDR, à se former à ça. Et elle m'a expliqué que parfois en tant que psy, elle était frustrée de travailler avec des patients et parfois on conscientise quelque chose avec le patient. On conscientise, mais c'est pas pour autant que la chose change. Et ça ne suffit pas, parfois, de conscientiser. Parfois oui, parfois pas du tout. Et c'est parfois même encore plus difficile de gérer quelque chose une fois qu'on l'a conscientisé, mais qu'on n'arrive pas à le changer. Et justement, elle m'expliquait qu'avec le MDR, comme on arrivait à déconditionner un petit peu et à justement, une fois qu'on avait conscientisé quelque chose, basculer et faire vraiment changer les choses, elle me disait qu'elle avait vu des trucs extraordinaires. Et je trouve aussi que ça fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est une de mes intentions aussi cette année, c'est de continuer ça. Je la vois 2 fois par mois, mais vraiment, si vous avez envie de faire de l'EMDR comme ça, allez vers des praticiens qui sont psy. S'il vous plaît, n'allez pas vers des gens qui font que de l'EMDR comme ça, et allez vers des gens qui sont vraiment dans l'association EMDR France. Enfin, c'est un truc qui est encadré, parce que ça peut venir réveiller des trucs qui sont durs à gérer. Je vous donne un exemple. Ah bah merde. Ça va paraître con ce que je vais dire, hein, mais la semaine dernière quand j'y suis allée, on a retravaillé sur un truc et il y a un souvenir de mon enfance qui est revenu et tout, et en fait on a terminé la séance sur cette conscientisation que j'avais plus mon papa. En fait c'est un truc tout bête, et oui, j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans, donc ça fait longtemps, et évidemment que mon cerveau le sait. Et c'est comme s'il y avait une sorte de protection, une carapace qui s'était mise en place, et qui, oui, je sais que mon père n'est plus là, mais je le ressens, je suis pas connectée à cette émotion. Et la semaine dernière, c'est ressorti, donc j'ai beaucoup pleuré. Un peu ce truc de, ouais, en fait, je prends conscience que j'ai perdu mon papa et que c'est pas anodin, en fait. Il y a des gens qui se remettent jamais d'un deuil, de ce type de deuil. Et moi, j'avais un peu ce truc femme forte de, ouais, moi, finalement, ça me fait plus rien, j'ai conscience, mais c'est bon, enfin, ça me fait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire, mais je vis très bien avec. C'est des carapaces qui se mettent par-dessus. Et je vous dis ça parce que c'est important d'être avec une spécialiste qui sait gérer ça, qui va pouvoir gérer les émotions d'après. Et ça, c'est un vrai métier. Tout le monde ne peut pas le faire. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a terminé avec mes bonnes intentions, ce que j'ai envie de mettre en place cette année, ou en tout cas ce qui va m'aider pour passer une année qui est sereine, qui est plus heureuse, qui est plus cool. J'espère que ces petites idées, ces petits points vous ont aidé, vous ont inspiré, vous ont donné des petites idées peut-être pour vous aussi mettre en place ces choses-là. Je disais la semaine dernière dans le vlog, mais vraiment je tiens à le répéter, c'est les toutes petites choses qu'on met en place dans notre quotidien qui font changer sur le long terme et qui changent les choses. Donc même si un geste peut paraître anodin
et c'est rajouter un cours de sport dans la semaine ou bien s'étirer 5 minutes le matin. Ça paraît anodin, c'est rien du tout, mais sur le long terme, ça fait beaucoup de bien. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est le livre que je suis en train de lire justement. C'est des toutes petites choses qui, je sais, vont faire du bien sur le long terme. J'espère que ce sera aussi le cas pour vous. Écoutez, comme je vous le disais en tout début de vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire justement si vous avez voulu implanter des nouvelles intentions, des bonnes résolutions pour cette année. Si vous n'avez rien de spécial à dire mais que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'au bout, je vous laisse mettre un smiley, celui que vous préférez en ce moment. Ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez la liker aussi, c'est bien, mais le commentaire c'est encore mieux. Et écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube. On se retrouve sur Instagram d'ici là, toujours. Et je vous dis à très vite. Bye bye.